Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon International de l'Agriculture pour ce nouveau numéro de Poussons le débat. Poussons le débat, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'échange et de confrontation d'idées sans langue de bois. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet sensible, parfois d'un sujet qui fâche d'ailleurs, on l'a vu ces dernières semaines lors des manifestations d'agriculteurs, et ce sujet, c'est celui de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. Alors il y a un fameux plan éco-phyto, ou plutôt devrais-je dire des plans éco-phyto depuis 2008, le dernier était à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ces plans dont on nous dit qu'ils vont être mis sur pause, eh bien, vont malgré tout continuer, perdurer dans l'avenir? C'est ce que nous allons voir dans quelques minutes avec nos invités. Mais pour le moment, je vous propose d'aller faire un petit tour dans Lyon, en Bourgogne, pour découvrir une exploitation verte. Produire plus tout en réduisant son impact sur l'environnement, un doux rêve qui est en train de devenir réalité. Sur son exploitation de 120 hectares en polyculture, près d'Auxerre, Luc Jacquet a décidé de prendre le taureau par les cornes. Son défi, limiter le bilan carbone de son activité professionnelle. Après sa récolte de blé et sur des chaumes de 10 cm, Luc a directement semé un couvert végétal. Il y a de la vesse, il y a du sorgho. Il est constitué de différentes espèces afin de répondre aux attentes que j'ai pour la prochaine culture qui sera de l'orge de printemps. L'avantage de ressemer tout de suite derrière, c'est que tout au long de l'année, pendant quasiment 11 mois et demi de l'année, on a une surface de terre couverte par de la végétation et qui stocke le carbone à travers les pailles, à travers les racines, à travers le grain que l'on récolte. Ça a l'avantage aussi d'isoler le champ et les vers de terre et toute la faune qui est dans le sol des coups de chaud et des excès d'humidité quand il y en a. Donc ça garde une vie dans le sol le plus longtemps possible. On a un très petit frigo de réserve de nutriments et un sous-sol très friable, calcaire, qui ne retient pas l'eau. Donc lorsqu'on met de l'engrais minéral dès la première pluie, il descend très rapidement dans le sous-sol, il est perdu pour la culture. Par contre, en utilisant des engrais végétaux, l'engrais va être stocké dans la couche assimilable par les plantes de nos cultures suivantes. Cette agriculture plus verte, c'est aussi récompenser ceux qui la mettent en œuvre dans un avenir très prometteur. Il y a deux activités qui permettent de stocker du carbone, c'est l'activité agricole et l'activité forestière. Toutes les autres industries émettent du carbone. Au final, les pollueurs vont acheter du carbone que l'on aura mis, nous, dans les sols. Cette application va estimer la quantité de carbone consommée pour la culture et la quantité de carbone stockée dans les sols. Parcelle après parcelle, un bilan est généré pour quantifier le revenu correspondant à l'exploitant. Une démarche où bénéfices agroécologiques et économiques se rejoignent, alors même que l'accès aux engrais, composante stratégique de notre agriculture, est fragilisé par les crises internationales. Alors, pour évoquer toutes les questions, les problématiques liées à ce fameux plan éco-phyto, je vous présente nos invités. À côté de moi, Jean-Marc Bournigal. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes directeur général de SEMAE, autant dire que vous êtes le régional de l'étape. Vous êtes chez vous ici, c'est vous qui nous recevez pour ces émissions tout au long de cette semaine. Ludovic Guinard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du CTIFL, le Centre technique de l'interprofession des fruits et légumes. J'ai rien oublié? Parfait. Et Philippe Dubièvre. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, outre le fait qu'on soit de la même région, vous êtes vice-président de la GPB. Et donc, on va aborder ces questions de plan éco-phyto. J'aurais presque tendance à dire que, vu de l'extérieur, c'est un serpent de mer. Depuis 2008, on nous en parle. Et puis, visiblement, on n'a pas l'impression, vu de l'extérieur, que ça a beaucoup évolué. Je me trompe ou pas, Philippe? Alors évidemment, vous ne vous trompez pas sur le fait qu'on en parle depuis longtemps. Sur les résultats, bien sûr qu'ils sont déjà présents. La seule chose qu'on peut évoquer sur le plan éco-phyto, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de normes qui sont souvent surtransposées. La seule chose qu'on peut vous dire... Surtransposer, déjà pour ceux qui ne sont pas des spécialistes des questions européennes et de l'agriculture.
C'est-à-dire qu'il y a des mesures européennes et il y a des mesures franco-françaises qui viennent se rajouter en plus. Juste pour vous indiquer que le monde agricole et le monde des producteurs, bien sûr, sont en progrès, sont sur un chemin, une trajectoire de progrès. Juste quelques chiffres. Par exemple, sur les QSA, donc sur les quantités de substances de matières actives, en 20 ans, c'est une diminution de 47% des produits qui sont utilisés. La deuxième chose, c'est que finalement, les producteurs ici français veulent l'Europe, que de l'Europe, et bien évidemment, l'indicateur qui nous permet de mesurer l'évolution justement du plan Ecophyto, c'est celui du HRI. Et donc, en Europe. Mais en France, on a celui du NODU. Et celui du NODU, finalement, n'exprime pas, parce que c'est un nombre de doses utilisées, n'exprime pas, justement, finalement, cette trajectoire très positive. Pour une raison très simple. Le HRI, c'est une quantité et qui est multipliée par, finalement, la difficulté pour la santé par rapport... Voilà. Donc, ça permet de pouvoir mieux mesurer. Le NODU, eh bien, on mesure l'ensemble des matières actives. Le sujet, c'est que, par exemple, on est en train de switcher des produits de synthèse, avec des produits de biocontrôle. Et donc, par conséquent, on en met davantage. Les produits de biocontrôle utilisés en agriculture biologique, etc. Et donc, par conséquent, pour mieux le mesurer, pour mieux le comprendre, eh bien, le HR1 est bien meilleur que celui du NODU. Jean-Marc Bourgnigal, si je comprends bien ce que vient de nous dire Philippe Dubief, pour mesurer les résultats d'Ecophyto depuis 2008, tout dépend du thermomètre. On a à l'évidence un problème de thermomètre qui est contesté parce que finalement, on voit qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits. Le nombre de molécules qui ont été retirées est extrêmement important depuis 2000. On a une idée du nombre de molécules retirées. Pratiquement 2 tiers des produits ont été retirés. Donc il en reste quand même encore, bien sûr, en utilisation. Ceux qui ont été retirés étaient ceux qui posaient le plus de problèmes en termes de santé et d'environnement. Donc les produits qui restent sont moins dangereux, moins impactants. Et c'est vrai qu'on laisse l'impression que il ne se passe rien. Donc c'est pour ça que ça énerve quand même considérablement le monde agricole. Et puis parallèlement quand même depuis 2008, beaucoup d'argent a été mis quand même sur la table. Donc la recherche a continué à évoluer derrière. Les investissements faits par les agriculteurs pour optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires ont été faits. Et c'est vrai que le thermomètre, c'est quelque chose d'important parce que d'un côté, ça va permettre de justifier comment ont été utilisés les moyens, mais également de rendre hommage aux agriculteurs et aux efforts qui ont été réalisés. Donc c'est une partie du débat qu'il y a aujourd'hui. Et ensuite, ce qu'on oublie toujours, c'est que les agriculteurs n'utilisent pas les produits phytosanitaires par plaisir. C'est parce que simplement il faut soigner les plantes. Et si on ne soigne pas les plantes, il n'y a carrément pas de récolte du tout. Donc il faut arrêter de penser qu'on fait ça par plaisir. Donc il faut en même temps trouver des solutions alternatives, ce qui nécessite des mobilisations assez considérables, qu'elles soient agronomiques, génétique. Vous êtes sur la maison des semenciers, donc évidemment les sélectionneurs mettent beaucoup d'énergie pour trouver des semences qui permettent de ne plus utiliser de produits phytosanitaires parce qu'elles résistent aux maladies ou aux ravageurs, ou qu'elles soient tout simplement sur d'autres produits de biocontrôle derrière, ou des solutions mécaniques à travers la robotique derrière. Donc beaucoup de choses ont été faites, et c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression qu'une partie dit s'il ne se passe rien alors qu'il se passe beaucoup de choses, et l'autre partie qui le vit tous les jours le prend très mal. Alors, Ludovic Guinard, du côté de la recherche et des instituts techniques, sur cette période 2008, on va dire jusqu'à aujourd'hui, 2024, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été faites. Je me souviens, une expression me vient en tête, c'est lorsque le sage montre la lune, certains regardent le doigt. Je crois que le problème, vous avez dit tout à l'heure, le problème c'est la réduction des phytos. Pas du tout, ça vient d'être évoqué. La filière travaille, finance depuis, enfin les filières travaillent et financent depuis maintenant, avant même 2008, sur des solutions. Parce qu'évidemment, les premiers impactés étaient les agriculteurs eux-mêmes, et donc avec une vraie volonté de réduction. Donc il n'y a pas de sujet à avoir sur l'idée de la réduction. La question du dire Ecophyto, c'est une réussite. Ecophyto a apporté des solutions, Ecophyto continuera d'apporter des solutions. La question c'est, est-ce que l'objectif était véritablement bien calé par rapport aux moyens qui y ont été mis? Quand je parle de moyens, il y a des moyens financiers qui ont été évoqués, à la fois de recherche et d'investissement pour les entreprises,
des moyens sur la formation, parce que pour changer, il faut avoir des équipes qui sont formées pour. C'est des moyens également pour convaincre demain le consommateur à consommer peut-être un chouïa ou plus cher ces produits-là qu'il veut, mais il faut qu'il en soit convaincu. Et puis, c'est aussi des moyens pour, j'allais dire, s'assurer qu'on évalue bien les choses. Donc je ne reviendrai pas sur la notion de thermomètre, mais il est clair que le thermomètre joue, mais ne nous trompons pas. La réalité, c'est de trouver des solutions. Et peut-être que les 10 premières années, évidemment, on trouve tout de suite les solutions les plus faciles. Et à chaque fois que maintenant nous cherchons, ça devient de plus en plus difficile. Donc, pourquoi ? Parce que, par essence, vous trouvez... Alors, on aura deux phénomènes qui vont se faire et on le voit dans nos recherches. Il y a d'abord un effort de plus en plus difficile parce que si on n'a pas trouvé facilement la solution, on part sur des situations qui sont des solutions qui sont combinatoires. C'est-à-dire que vous remplacez un produit par une multiplicité d'actions. Des filets, des produits, des insectes qui vont être... on va inonder d'insectes qui vont pouvoir parasiter les insectes qui ne nous plaisent pas, etc., etc. Ça devient plus complexe. Donc, le coût marginal et l'effort marginal va être plus fort. De l'autre côté, on peut espérer certaines économies d'échelle parce que peut-être que dans la production de biocontrôle, on aura accès à des solutions moins chères. Sauf qu'aujourd'hui, ce que l'on constate surtout, c'est la difficulté, la très très grande difficulté, non seulement de trouver ces solutions, mais aussi d'accompagner l'agriculteur, les agriculteurs dans cette transition. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'il faut savoir leur dire comment, combien ça coûte et est-ce que véritablement le marché accepte de payer le coût. Alors quand vous dites qu'il y a des difficultés, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que le pas de temps de la recherche n'est pas le pas de temps des besoins agricoles, ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y a des impasses, il y a certaines molécules qui sont utilisées qu'on ne sait pas faire sans ? On peut revenir sur plusieurs... les notions de valeur sont intéressantes. Si nous voulons créer de nouvelles variétés, peut-être résistantes, 5, 20 ans. Et encore, c'est sans compter leur implémentation dans un verger. Un verger, il faut 10 ans avant qu'il produise. Donc vous vous rendez compte, c'est 30 ans avant d'avoir la solution. Premier élément. Deuxième élément, en recherche. Si je suis sur de la recherche appliquée, on connaît la solution, on veut l'évaluer pour transmettre aux professionnels des résultats exploitables. Il faut quand même évaluer 3 ans de suite au moins la chose. Parce que si la pression des bioagresseurs est nulle, vous allez dire que c'est formidable, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Donc vous voyez, ça c'est des délais. Et qu'est-ce que font les agriculteurs pendant ce délai où la solution disparaît et le moment où la recherche et le transfert leur apportent ces solutions ? Eh bien, ces délais, on va les raccourcir peut-être avec une recherche qui accélère avec l'intelligence artificielle, avec des solutions effectivement de création de variétés beaucoup plus rapides. On a différents systèmes, la robotisation va aussi nous aider, le phénotypage, c'est-à-dire l'observation de la qualité des plantes est aujourd'hui en train de se faire avec l'intelligence artificielle. On va accélérer, mais attention, c'est la recherche qui accélère. Les professionnels, eux, ensuite, ont aussi à devoir intégrer, assimiler la chose et la mettre en œuvre. Et il y a quand même des exercices au moins annuels et ensuite des investissements à faire. Et tout cela ne se fait pas effectivement en claquant des doigts. Justement, Philippe Dubief, le rôle des professionnels, parce que vous êtes au bout de la chaîne, tous les travaux de recherche, tout ça ont été menés depuis 2008 et même sans doute avant. C'est la mise en application qui parfois est compliquée aussi, non ? Alors certes, mais surtout le sujet sur lequel, ça veut dire que nous avons des instituts techniques qui travaillent depuis trop longtemps. Nous, par exemple, celui qui est dédié aux céréales, c'est celui d'Arvalis. Et bien évidemment, c'est de mettre en place, avec un panel de solutions, on appelle ça agriculture combinatoire ou hybride. Et en premier lieu, bien évidemment, c'est essayer déjà tous les leviers d'action. Et le levier d'action, il y a un certain nombre qui ont été cités, mais le levier d'action, bien évidemment, important, est celui de la génétique. Et celui de la génétique, parce que on voit bien que les résistances par rapport à un certain nombre de bioagresseurs, eh bien la génétique nous permettra de gagner au moins 50% en diminuant l'utilisation de produits quels qu'ils soient. Donc la génétique est extrêmement importante, mais aussi tous les leviers qui soient mécaniques, mais finalement celui aussi de la robotique, du numérique avec les OAD, les outils d'aide à la décision qui permettent finalement d'utiliser des produits à bon escient, et c'est surtout d'utiliser en dernier lieu des produits chimiques si c'est nécessaire. Jean-Marc Brunigal, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite dans cette histoire d'éco-phyto ? On a répondu à des attentes sociétales.
sans peut-être mettre en parallèle le pas de temps de la science et le pas de temps de l'agriculteur. On a voulu surtout répondre aux consommateurs, mais pas aux agriculteurs. Je pense qu'à l'origine, personne ne conteste en fait la logique d'Ecofito de dire on doit réduire leur utilisation. Ce qui a toujours été dit, et c'est toujours clair, c'est pas d'interdiction sans solution, c'est comment est-ce qu'on se débrouille pour ne pas mettre le monde agricole dans des impasses techniques qui aboutissent à des arrêts de production, carrément. Ce qui s'est passé pour la betterave, par exemple. Les betteraves, on l'a bien vu sur certainement. Ou alors des délocalisations. Il y a certaines cultures, quand on n'avait plus de solution, elles partent de notre pays et on perd en souveraineté alimentaire et on doit importer un certain nombre de denrées. Je crois que Ludovic l'a dit, c'est pas tellement le programme qui remet en question, c'est peut-être son pas de temps, les moyens qui sont consacrés, le niveau d'ambition qu'on peut y porter. Il faut qu'on ait une adéquation entre les moyens que l'on y met et l'ambition qu'on veut porter en termes d'impact. Et là, les moyens, il va y en avoir ? Alors, ce qui est assez nouveau là, dans les nouvelles orientations, dans le cadre de la planification écologique qui a été décidée par le gouvernement, ça a été de doter le programme Ecofito de 146 millions par an pendant 3 ans sous un axe recherche, qui est effectivement quelque chose que nous n'avons jamais connu jusqu'à maintenant et sur lequel on nous demande d'enclencher des recherches à partir d'une identification de 75 molécules qui potentiellement dans les années à venir pourraient être amenées à devoir voir leur statut évoluer, c'est-à-dire peut-être être retirés du marché, et de façon à anticiper les retraits. Ça a toujours été une demande de fond des filières agricoles, c'est comment mieux anticiper. Après, la difficulté, Ludovic l'a très bien résumé, ça dépend le niveau de connaissance où on est. Si on est au début d'une connaissance, ça prendra des années. Et si on est sur des éléments où on a déjà quelques idées en tête et qu'on va tester, on va les programmer. Donc en tous les cas, ça a permis aux filières, puisque finalement l'État a demandé à 8 filières de se structurer, dont une filière semences et plants derrière, pour identifier ses priorités et commencer à enclencher des grands programmes avec les instituts techniques qui sont derrière. Donc pour une fois, ça s'enclenche. Maintenant, il faut quand même rester raisonnable. Ça veut dire que le pas de temps de la recherche, il est ce qu'il est. Tant qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Et l'inquiétude qu'il y a toujours, c'est si les interdictions tombent avant qu'on ait trouvé des solutions, c'est recréer des impasses et c'est toute la difficulté de ce programme. Alors, ces fameux 146 millions dont on parle beaucoup depuis quelques jours, depuis l'annonce par le gouvernement, ils vont aller en grande partie justement dans les caisses des instituts techniques pour travailler. Vous allez être, vous, Ludovic Guinard, mais vos collègues aussi, d'autres, avec des moyens supplémentaires, ça tombe bien, non ? Alors, évidemment que ça tombe bien. Donc c'est assez inédit. Mais d'abord, 146 millions, on fait des choses avec 146 millions en matière de recherche ? C'est pour ça. Je voudrais répondre à votre question en 3 niveaux. D'abord, ce qui change et ce qui a changé fondamentalement avec l'approche actuelle, c'est qu'on vise tous ensemble, l'État, les professionnels et les acteurs de la recherche et du transfert, et ils sont nombreux, à créer des chemins de transition. C'est-à-dire qu'on se pose la question, l'agriculteur aura-t-il des solutions seulement dans 5 ans? Mais qu'est-ce qui se passe dans les 5 premières années? Non, là on se pose la question pour la recherche sur toutes les années entre aujourd'hui et 2030, voire 2050. En se disant du coup, je dois lancer des recherches qui vont apporter des solutions à 3 ans, d'autres à 5, et d'autres dont on sait qu'il faudra encore 10 ans pour le faire. D'accord ? Donc ça, c'est assez inédit. Premier point. Deuxième point, ça n'est pas ouvert et ça va. Enfin, les caisses des instituts techniques ont la particularité de ne pas faire de résultats. Parce que notre objectif, c'est de transformer ces moyens en savoir et en savoir-faire, justement transmis aux professions. Que ce soit Arvalis, que ce soit les acteurs de la vigne, nos collègues de l'élevage aussi l'ont fait à l'époque. Mais voilà, on est vraiment dans cette dynamique. Donc, est-ce que ces moyens, maintenant la vraie question, c'est est-ce que ces moyens sont suffisants pour répondre à la question ? Aux questions, plutôt au pluriel, et est-ce que ces moyens sont suffisants pour atteindre les moins 50% qui était l'objectif initial? Je ne sais pas, et nul ne le sait. Par contre, je peux vous dire que 146 millions par an pendant 3 ans, moi en tant que à gérer cette entreprise, cette maison, la vraie question que j'ai, c'est comment je vais ajouter des compétences nouvelles, parce que c'est-à-dire des moyens nouveaux, mais donc il me faut des ingénieurs, il me faut des chercheurs, il me faut des techniciens, et ça ne se crée pas en 5 minutes. Donc là aussi, je crois que le montant est assez adapté pour qu'on puisse enclencher. Mon regard, avec mes collègues d'ailleurs des autres instituts techniques, se porte plus loin. On va gérer les 5 prochaines années, mais on a besoin de maintenir cet effort probablement
jusqu'en 2030 pour atteindre l'objectif. Et pour avoir bénéficié de cet argent, Jean-Marc Bournégal, ça se passe comment? Il y a des appels à projets, des appels à intérêt, des appels d'offres, ça marche comment? Il y a d'abord une large réflexion qui a été initiée un petit peu avant l'été de l'année dernière pour identifier quels étaient les sujets prioritaires que devaient porter les filières. Et ensuite, à partir des sujets prioritaires, de commencer à réfléchir autour de 4 axes. Un sur la connaissance, un sur les solutions à trouver au niveau de la plante, les solutions à trouver au-delà de la plante, c'est-à-dire les paysages et l'exploitation. Et ensuite, le déploiement, c'est-à-dire comment on va déployer les solutions. Et ça a débouché en mois de décembre, après le travail qui a été fait par filière, par les instituts techniques avec l'appui de la recherche publique, d'un appel à manifestation d'intérêt sur des programmes sur chacune des filières. Et là, maintenant, l'État est en train de relever ce qu'on appelle les lettres d'intention, c'est-à-dire on commence à déposer des projets qui vont être d'abord, bien sûr, pris en compte par la mobilisation des instituts techniques agricoles eux-mêmes et par des appels à projets un peu plus larges derrière qui vont aller au-delà des instituts techniques. Donc le schéma est déjà en place. Le comité qui est censé commencer à examiner les dossiers commence à le faire. Et peut-être que les premiers projets devraient émerger, peut-être même sur le SIA, pour certains d'entre eux. Ludovic? Oui, certains projets ont été entamés. Pour le coup, le Centre technique des fruits et légumes a entamé dès le mois de janvier un projet financé, d'ores et déjà dans ce cadre, sur la lutte contre Drosophila Suzuki, sur les vergers de cerises et fruits rouges. C'est une toute petite mouche microscopique, enfin microscopique non, mais pas loin, qui peut dégrader complètement les vergers et rendre impropre vraiment à la vente tout le verger, donc toute la production. Donc effectivement, un premier projet est engagé sur le sujet, d'autres vont suivre dans les différentes filières. Les projets, on en a tous, ils sont tous prêts depuis des années parce qu'on attend, on tape à la porte depuis de nombreuses années pour faire avancer les choses. Il y avait déjà eu quelques plans, le plan protéines, alors qui lui aussi devait traiter aussi des sujets phyto. Il y a eu des projets plus dirigés. Là, on sent qu'il y a un braquet différent qui se met en place avec une approche qui est tout à fait intéressante. Ça, c'est sur le côté très pragmatique et donc positif et optimiste. Nous restons très attentifs à ce qu'effectivement il puisse produire demain quelque chose de sensé. Et sensé, ça veut dire quoi? Que c'est pas parce qu'il y a des moyens qui paraissent considérables, qui nous paraissent juste adaptés, que tout d'un coup on va accélérer. Ce qui est sûr, c'est que là on va pouvoir travailler, alors qu'avant on ne pouvait pas autant qu'aujourd'hui. Ça, c'est important. Et sur la recherche, vous avez évoqué un point, nous ne pourrons que fournir des solutions que l'on visera à être économiquement transférables. C'est un point non négligeable. Mais il y a un acteur, oui, fiable, effectivement, cette logique est toujours, mais le point qui va nous gêner et qui est intéressant de partager ici, c'est, vous avez évoqué la demande consommateur. Il se trouve que nous, acteurs de recherche, nous avons mis en place un lieu où on observe le consommateur pour différencier ce qu'il dit être son désir et ce qu'il dit être ce qui est son acte réellement. Or, ce qui importera demain pour l'émergence de production, utilisant moins de phyto, plus de biocontrôle, etc., ce sont des consommateurs qui feront le choix de ces produits. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore enclenché cette démarche suffisamment. Il faut pousser là-dessus. Et alors, très concrètement, Philippe Dubief, AGPB, vous attendez quoi? C'est quoi, j'allais dire, les options prioritaires de la recherche d'Arvalis pour ce qui vous concerne? Ben nous, l'objectif, c'est évidemment d'accompagner nos producteurs. Nous sommes avant tout, voilà. Il faut répondre à une équation qui est assez complexe. Il faut garder évidemment cette trajectoire de progrès en termes d'utilisation de produits phyto. Ça, c'est sûr. 2, il faut garder cette capacité de production qui est extrêmement importante dans un secteur qui est quand même sous tension, où la demande alimentaire, je parle de mon secteur, sur les 17 céréales qu'on représente, est toujours en augmentation. Ça, c'est une évidence. La troisième, évidemment, c'est de préserver, en tout cas de diminuer notre empreinte environnementale et de préserver la santé de tous nos consommateurs. Donc ça, c'est une équation sur laquelle nous travaillons chaque jour. Parce que finalement, et en même temps, donc d'accompagner toutes les formes d'agriculture. Et on voit bien, par exemple, que l'agriculture biologique, nous avons une commission que nous suivons et aujourd'hui, nos producteurs sont plutôt dans une impasse avec une difficulté pour vendre leurs produits biologiques. Mais surtout,
c'est de pouvoir éviter toute distorsion de concurrence au sein de l'Europe. Nous sommes dans un marché, nous les céréales, nous sommes dans un marché mondialisé, avec évidemment de seuils de compétitivité. Et par exemple, on va se faire un tout petit peu d'actualité. Par exemple, le prix plancher annoncé hier par le président de la République est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Il faut plutôt accompagner la compétitivité des entreprises, et notamment françaises, éviter les distorsions de concurrence. Et je reviens sur mon propos de départ, lorsqu'on a des surtranspositions, et bien évidemment, ça crée une distorsion de concurrence, et d'éviter d'aller importer l'agriculture qu'on ne veut pas en France. Voilà. Donc je pense que là, c'est très très important. Et nous croyons beaucoup donc à cette agriculture combinatoire, comme on vous l'a dit, etc. Et de soutenir, par exemple, les NBT, qui permettront, par l'aspect génétique, d'aller plus vite dans la recherche et dans une recherche justement adaptée et qui conforme par rapport aux programmes qui sont en marche. Parce que le risque, il est d'investir massivement justement raisonnablement pour la recherche et finalement de se tirer une balle dans le pied parce qu'une nouvelle fois on sera les meilleurs élèves de l'Union européenne, mais il y aura probablement des pays membres qui seront moins regardants que nous sur l'utilisation de certains produits, qui continueront à nous vendre tel ou tel type de tomates ou que sais-je encore. Je pense qu'il faut on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied une fois de plus? J'en sais rien. Il faut juste se dire aujourd'hui que l'agriculture française est la plus sûre au monde et la plus durable. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le journal Vie économiste. Donc déjà, nous sommes déjà les meilleurs élèves européens, c'est sûr, mondiaux sans doute. Donc vous voyez, on ne part pas de rien. Nous sommes déjà les meilleurs élèves. Et lorsqu'on remet de la surtransposition, ça crée finalement des turbulences et qui finalement engage cette distorsion de concurrence et une importation d'une agriculture qu'on ne veut pas. Donc je veux dire, on ne répond pas à l'objectif. Et nous, les agriculteurs, en tout cas dans les filières céréalières, mais je sais que c'est vrai dans les autres filières, c'est bien évidemment de progresser toujours sur ce chemin de progrès de la transition agroécologique dans lequel nous sommes engagés avec celui de la décarbonation. Alors moi, il y a une question plus politique que je voudrais vous poser à tous les trois, je voudrais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que je dois penser, moi, comme consommateur, des propos d'un Premier ministre qui dit, après des manifestations, dans le cadre bucolique d'une petite ferme du sud-ouest de la France, que le plan éco-phyto va être mis sur pause? Parce que vous me dites tous que vous êtes déjà, que tout est en cours de route. Donc, sur pause, qu'est-ce qu'on peut mettre en pause alors que tout est en train d'avancer? Philippe Dubièvre et Jean-Marc Bordigal. Moi, je pense que... Alors, la pause, évidemment... C'est très politique comme question. C'est très politique et la pause, je pense qu'elle est nécessaire. La pause dans déjà, dans les indicateurs. On parle de quoi? On veut faire quoi? On veut aller où? On sait ce chemin-là. Maintenant, il faut véritablement... engager cette discussion pour dire, voilà, déjà, on va prendre tel indicateur, tel thermomètre. Ça va déjà nous donner quand même un certain nombre d'indications. 2, c'est de se dire, évidemment, cette agriculture combinatoire et d'accompagner l'ensemble dans de la génétique, mais aussi dans la décarbonation est important. 3, évidemment, c'est d'accompagner aussi chez nous, sur chacune des exploitations, et c'est le chemin qu'on prend, par exemple, sur tout ce qui est aspect mécanique, mais aussi agronomique, de les pousser un peu plus avec de l'interculture, une diversification de son assolement, etc. Moi, chez moi, par exemple, je suis certifié environnemental, HVE, haute valeur environnementale, et en plus j'ai 8 cultures. Voilà, c'est un progrès. Je ne laboure plus, enfin, etc. Donc tout ça, ce sont aussi des leviers d'action que nous devons accompagner. Et donc, quand on dit faut mettre sur pause, c'est pas dire faut mettre sur pause les progrès, pas du tout. Il faut juste se mettre sur pause, se mettre d'accord sur un certain nombre de leviers d'action qui apparaissent importants, les prioriser et les mesurer. Jean-Marc Bordigal, vous êtes d'accord avec ça? Je pense que jamais le système ne s'est arrêté. En fait, la progression, elle est là. C'est inhérent. Lorsque les sélectionneurs sortent de nouvelles variétés qui sont résistantes, de toutes les manières, c'est l'intérêt des agriculteurs de les prendre parce que les produits phytosanitaires coûtent cher et ils sont les premiers exposés. Donc, lorsque les machines à pulvérisation s'améliorent considérablement pour utiliser la bonne dose au bon endroit, au bon moment et qu'on peut réduire considérablement l'utilisation, c'est l'intérêt du monde agricole de toujours le prendre. Donc, il n'y a pas de pause au sens on arrête la transition. C'est la pause, elle est liée d'abord au choc de j'interdis les molécules
et je n'ai pas de solution. Ça, c'est quelque chose qui est assez choquant. Et surtout quand il y a des décisions qui sont franco-françaises, indépendamment de l'Union européenne, et qui créent en plus des distorsions. Mettre les agriculteurs dans des impasses techniques, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement préoccupant. Je crois que c'était ça comme la première demande. C'est comment on change, c'est à la mode en ce moment de changer de logiciel, vous savez bien. Donc, comment est-ce qu'on met en position d'anticipation? Et c'est ça qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on se met tous collectivement dans une situation où on va essayer d'anticiper ce qui sera plus utilisé demain. Et ça, c'est quand même un gros changement. L'indicateur, on en a parlé, c'est aussi quelque chose qui est visible à l'extérieur. Et puis après, c'est tout simplement aussi d'avoir les préoccupations par rapport aux pays tiers. C'est aujourd'hui, on voit arriver des importations où ils utilisent des produits qui sont interdits dans l'Union européenne depuis des années. Comment est-ce qu'on peut maintenir un niveau de compétitivité et lutter à armes égales sur notre propre marché quand il n'y a pas de mesures miroirs? Donc je pense que c'est derrière cette conception de on fait une pause, tant qu'on n'a pas vraiment résolu ces systèmes-là, il faut s'attacher à les résoudre d'abord avant de commencer à continuer à penser qu'on peut tout interdire. Ludovic Guinard, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, pas sur l'aspect politique, mais il y a besoin d'une pause, au moins pour se poser la question, est-ce que l'objectif de réduction de produits est notre objectif? Et est-ce qu'il est le seul objectif? Parce qu'en agriculture, on l'a évoqué, c'est plutôt la souveraineté alimentaire aujourd'hui qui nous importe. Comment est-ce qu'on est en capacité de nourrir toutes les populations avec la meilleure alimentation du monde aujourd'hui, sur l'ensemble de nos produits? Toutes les bourses? Comment est-on capable de retrouver notre souveraineté si jamais il y avait des ruptures de flux qu'on a connues il y a encore 2 ans? Comment on est capable de retrouver cela? Ça, c'est 2 questions tout à fait fondamentales. Troisième question, je prends pardon pour les fruits et légumes. Les consommateurs français ne consomment pas assez de fruits et légumes. Ce n'est pas l'interprofession qui le dit, même si évidemment elle le répète. Ce sont les acteurs qui observent ce genre de sujet, qui disent c'est pas 5, c'est 10, ou en tout cas la quantité est insuffisante et va générer des problèmes de santé. Ça, c'est un troisième problème. Un autre problème, c'est être en capacité d'accompagner cette transition et de ne pas laisser à penser que c'est tout fait ou qu'on va faire des sauts de cabri. Je dis souvent, sprinter n'est pas une bonne stratégie quand on veut faire un marathon. Donc quand on veut faire un marathon, on a prévu les différentes étapes, on a prévu comment on va courir, à quelle vitesse, on sait où est en tout cas on estime où est le trajet, et aujourd'hui faire, je ne sais pas si c'est une pause, parce que comme l'a dit Jean-Marc Bourdigal, la recherche ne va pas s'arrêter. Les investissements qui ont été faits par les professionnels pour faire cette transition ne vont pas être mis en pause. Donc tout va continuer, mais peut-être ce qui peut effectivement nécessiter aujourd'hui un dialogue, c'est ok, refixons-nous des objectifs et la manière d'y parvenir. Et puisqu'on parlait tout à l'heure, vous parliez de logiciels, ça m'amène à vous poser la question de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va jouer un rôle? Est-ce qu'il y aura de l'IA éco-phyto? Alors il y en a déjà. Il y en a partout. La question qui peut-être derrière, parce que bien sûr elle est partout et elle aide partout dans les outils d'aide à la décision, dans la manière aussi de concevoir des nouvelles variétés. Elle est partout. La question qui va se poser, c'est où est-ce qu'elle va apporter une accélération? Le métier aujourd'hui d'agriculteur, on l'a dit, on passe en combinatoire. C'est-à-dire que je remplace deux leviers par une vingtaine. Il faut réfléchir, il faut y penser, il faut des outils d'aide. Donc, si on peut aider demain les agriculteurs à faire ses choix, à s'orienter, à prendre de temps aussi pour apprendre plus, là l'IA, je crois, va jouer au-delà de tout ce qu'elle fait déjà, un jeu majeur, et elle apportera à Ecophyto, même si la recherche ne se fait pas que avec l'intelligence artificielle. Jean-Marc? Oui, je crois qu'il faut quand même voir que d'un côté, entre le changement climatique, où les vieilles séries historiques donnaient une espèce d'indication sur l'année suivante, sont en train de perturber les savoir-faire du monde agricole, c'est que moindre utilisation de produits phytosanitaires, optimisation des engrais, utilisation raisonnée de l'eau, le nombre de paramètres à intégrer sur une exploitation agricole, lorsqu'on introduit en plus l'obligation de diversification des cultures, jamais les agriculteurs n'ont autant de paramètres à surveiller et dans une logique de pouvoir piloter leur exploitation. Et c'est là où le numérique, la digitalisation et l'intelligence vont pouvoir les aider à pouvoir appréhender ces multicritères pour faire des choix les plus pertinents possibles. Et c'est vrai que cette technologie s'appliquera, elle est déjà un peu partout, mais elle a pour vocation vraiment à accompagner les agriculteurs dans leurs choix
parce que simplement le nombre de paramètres et d'interventions qu'ils vont devoir faire va être beaucoup plus important que par le passé. Alors il y a la mécanisation qui permet d'aider, mais il faut faire des choix, souvent rapides, qui sont paramétrés avec l'incidence climatique, le choix, le contexte pédoclimatique, qu'il va falloir, derrière, chaque culture a ses spécificités, il va falloir surveiller, intervenir au moment. Donc oui, l'intelligence artificielle va être importante. Alors ne parlons même pas, par exemple, sur la sélection végétale. C'est l'arrivée de la génomique à haut débit, la connaissance de l'ADN, l'apparition des nouvelles techniques d'édition du génome qui permettent encore d'accélérer un petit peu la connaissance de l'expression des gènes et d'être capable de répondre à ces besoins de variétés qui sont résistantes aux chocs hydriques, aux chocs de chaleur, résistantes aux maladies qui demandent des programmes de sélection de plus en plus complexes. Et c'est vrai que ça représente énormément de données. Génomique à haut débit, phénotypage à haut débit, on parle de millions et de millions de données. Et l'intelligence artificielle va aider considérablement le secteur à accélérer. Juste une dernière question d'une phrase, Philippe Dubief. Est-ce que finalement tout ça, et l'objectif, c'est pas aussi quelque part, on voit tous les efforts, on en a parlé pendant toute cette émission, est-ce que tout ça, ça va pas servir aussi à déstigmatiser les agriculteurs ? Je pense que ça réussit beaucoup de choses. Je pense qu'il faut retenir seulement, à mon avis, quelques éléments. Un, je pense qu'on est devant une révolution agricole, une troisième, elle est importante. Deux, je pense que l'ensemble de l'écosystème agricole œuvre dans le même sens et dans une bonne entente. C'est extrêmement important. 3, évidemment, ça va toujours en faveur d'une agriculture pour qu'elle puisse rester souveraine, qu'on puisse concilier souveraineté alimentaire, protection de l'environnement, mais aussi protection de la santé, mais qui ne doit pas oublier que chaque agriculture doit nourrir, protéger ses plantes pour la rendre saine pour l'alimentation. Merci beaucoup, ce sera le mot à la fin. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Demain, je vous retrouve sur le plateau de Village Semences pour un nouveau numéro de Poussons le débat. Et n'oubliez pas d'ici là que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.